Ah Pokémon, tant de souvenirs se bousculent dans ma tête en prononçant ce mot magique. Car oui, ces petites créatures m'ont accompagné toute mon enfance et m'accompagnent encore aujourd'hui. L'une de mes franchises préférées qui m'a permis tant de fois de m'évader et de m'amuser. Est-ce que les développeurs de cette saga se sont imaginés une seule seconde qu'ils concevaient un jeu vidéo qui allait bouleverser l'histoire du monde du gaming et donner tant de bonheur aux joueurs? Pokémon version rouge et bleu, rien que de prononcer ces quelques mots nous donne du baume au cœur. Tant de souvenirs de nos récréations où avaient lieu des combats acharnés, mais aussi des échanges joyeux. C'est cette saga qui nous a demandé de faire un des choix les plus importants de notre enfance. En effet, quel Pokémon Starter choisir pour l'aventure? Et même sur des anciens Game Boy qui ne connaissaient même pas encore la couleur. En plus d'être une grande innovation pour l'époque, Pokémon nous a fait rêver et encore aujourd'hui cela continue. Mais comment cet univers qui nous a donné tant de bonheur est apparu? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le 28 août 1965, une famille modeste de Tokyo voit naître un magnifique bébé. Mais ses parents ne se doutent pas une seule seconde que le bébé dans leurs bras révolutionnera le monde du jeu vidéo. En effet, c'est à Setagaya que Satoshi Tajiri verra le jour. Son père est vendeur automobile, quant à sa mère, elle est mère au foyer. Il grandira à Machida, s'épanouissant dans une époque marquée par les mangas et les animes, mais aussi du dangereux Godzilla et bien sûr Ultraman. Et durant son adolescence, l'apparition de Gundam. Et ça, c'est cool. Et cette époque influencera Satoshi dans ses activités préférées vu qu'il sera passionné de technologie et bien sûr de jeux vidéo. Mais revenons à son enfance. Un autre hobby passionnera notre jeune créateur. Dans la banlieue plutôt rurale de Machida, il n'est pas rare de voir Satoshi parcourant les endroits de nature à la recherche d'insectes, surtout les scarabées japonais du nom de Kuwagata. Il cherchera même un moyen de les faire vivre le plus longtemps possible. L'entomologie sera même une de ses premières aspirations professionnelles. De nature discrète, il l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Mais cette passion des insectes sera tellement prenante qu'elle influencera notre célèbre créateur de jeux vidéo dans ce qui sera l'une des sagas la plus lucrative de l'histoire du jeu vidéo. À son adolescence, Satoshi sera de plus en plus omnibulé par le monde du gaming, au point qu'il démontera, lorsqu'il était enfant, une console Famicom pour voir comment elle était faite et comprendre son fonctionnement. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 16 ans, il gagnera un concours organisé par Sega pour récompenser la meilleure idée de jeu vidéo. Il apprendra à programmer lui-même des jeux dans les années qui suivront. Puis dans les années 80, il créa Game Freak, un fanzine en auto-édition dédié aux jeux vidéo. Très impressionné par ce magazine, le jeune dessinateur Ken Sugimori demandera à Satoshi s'il peut intégrer l'aventure Game Freak, surtout que le magazine connaît un véritable petit succès et attire déjà l'attention. Mais ce qui les propulsera directement au sein du monde du jeu vidéo sera leur conception de leur propre jeu vidéo. Après s'être associé à Junichi Masuda, un jeune programmeur et compositeur. Oui, ce nom vous est pas inconnu. C'est normal, il travaillera sur tous les jeux publiés par Game Freak, même encore maintenant. Pas encore pris au sérieux par Nintendo, dû à leur manque de moyens, ils iront vers Namco. Mais Game Freak se tournera dès ce moment-là que sur la conception de jeux vidéo, laissant de côté leur magazine. Et c'est en 1989 que naîtra Kinty, connu sous le nom de Mendel Palace en Amérique du Nord. Le jeu est un jeu vidéo de puzzle racontant l'histoire d'un personnage qui doit sauver sa petite amie, qui a été kidnappée par une jeune fille. Le scénario diffère légèrement entre les versions japonaises et les versions américaines, bien que la présentation dans le jeu soit la même. Dans la version américaine, le personnage du joueur s'appelle Bonbon et la fille qu'il doit sauver est une princesse nommée Candy qui est piégée dans son propre rêve. Et dans la version japonaise, le personnage principal s'appelle Carton et la fille qu'il doit sauver n'est autre que sa propre petite amie, Jenny, qui a été kidnappée par la sœur cadette de Carton, du nom de Kinty, qui est jalouse de Jenny. Cette création sera le début de l'aventure Pokémon. En effet, grâce au succès de Kinty, Satoshi disposera de plus de moyens pour concevoir ses prochains succès. Et c'est ainsi qu'une rencontre bouleversera l'histoire du jeu vidéo mais aussi la destinée de Satoshi, c'est-à-dire la rencontre avec Shigeru Miyamoto, créateur et producteur japonais de jeux vidéo depuis 1977 travaillant chez Nintendo. Mais aussi l'arrivée d'une nouvelle console, je veux bien sûr parler de la fameuse Game Boy de Nintendo en 1989, et avec elle, son célèbre câble Link qui donnera des idées à Satoshi. Et c'est ainsi que dans son esprit, ce câble lui donnera l'inspiration. Celui de créer des petites créatures pouvant se déplacer d'une console à une autre.
Après que The Final Fantasy Legend soit sorti en 1989 sur notre célèbre console portable, on a pu constater que des RPG pouvaient avoir aussi beaucoup de succès sur ce type de support. Et cela renforcera encore plus l'idée de Satoshi de créer son monde virtuel. Et c'est ainsi que l'équipe de Game Freak feront les premiers pas dans l'aventure Pokémon. Ainsi, ils élaboreront les premiers points du jeu et de ce qu'il racontera. C'est-à-dire que l'histoire se basera sur les péripéties d'un jeune garçon qui part en exploration à la recherche de créatures qu'il peut capturer et ainsi devenir ami, mais aussi combattre avec pour remporter des défis. Ces créatures seraient capturées à l'aide de capsules, d'ailleurs inspirées par Capsule Corp dans Dragon Ball Z, mais aussi par les fameux gachapon. Et le jeu a même été nommé au début Capsule Monsters, dans un document de game design destiné à présenter le projet à Nintendo. Et c'est ainsi que Capsule Monster présente 200 types de monstres à capturer avec leurs propres particularités. Mais aussi des créatures rares, dures à trouver, ainsi que des types de créatures selon l'environnement. Et c'est là que Miyamoto entre en jeu. En effet, il s'intéressera de près au projet et apportera un soutien indéniable au développement de ce que l'on appellera Pokémon. Ainsi, la collaboration entre Nintendo et Game Freak est née. Et pendant les années qui suivirent, les deux équipes travailleront ensemble à l'élaboration des premiers jeux de la célèbre saga. D'ailleurs, ça serait Miyamoto qui aurait eu l'idée de scinder le jeu en deux pour faire à chaque fois 2 opus possédant chacune ses créatures propres mais qui se complètent, favorisant ainsi la communication et les échanges entre les joueurs. 6 années après une longue période de difficultés financières pour Game Freak, qui tourne que grâce aux revenus des autres jeux produits pour Sony, Nintendo ou même Sega, on assiste au lancement tant attendu de Pocket Monsters, Aka et Midori, les premiers noms des 2 premiers opus Pokémon avant qu'ils ne s'appellent comme on les connaît plus tard, c'est-à-dire Pokémon Rouge et Vert. Revenons sur l'histoire du nom. Pour des raisons juridiques, il a été impossible d'intituler le jeu Capsule Monster. Capumon et Capumon a été aussi donné, mais le nom de Pocket Monster et Poketo Monsulta en japonais est retenu, abrégé en Pokémon ou Pokémon. Et là, un autre problème vu le jour. En effet, aux États-Unis, il a été jugé que Pocket Monster ressemblait trop à la franchise Monster in Pocket. C'est ainsi que Pokémon est choisi pour le public occidental. D'ailleurs, le lancement de Pokémon est arrivé assez tard par rapport à la première Game Boy qui commençait à prendre de l'âge. Car Game Freak a dû faire face à plusieurs imprévus, dont des ordinateurs tombés en panne par surchauffe, mais malgré ces péripéties, le jeu est terminé en octobre 1995, mais Game Freak patientera encore jusqu'en février 1996 pour voir son jeu sorti. D'ailleurs, saviez-vous qu'une autre idée, celle de faire combattre aussi le dresseur en plus de sa créature, avait été proposée. Mais l'idée a été vite écartée car pourquoi se servir de Pokémon alors qu'on peut se battre nous-mêmes? Autre chose, dans l'un des premiers concept art, on peut voir donc un combat entre dresseurs et entre Pokémon, mais le dresseur possède un fouet. Idée qui a été aussi très vite écartée, ne correspondant pas à l'idée de pureté du combat et de cœur que Pokémon adoptera par la suite. La version finale de Pokémon ramène à 150 le nombre de créatures qu'on peut capturer, plus un monstre dit monstre bonus. En effet, alors que les versions test sont supprimées, il restera 3000 octets d'espace mémoire disponibles et Shigeki Morimoto a décidé d'utiliser cet espace pour faire une blague à ses collègues, pour créer un Pokémon que les joueurs ne pourront par contre pas capturer et que seul le personnel de Game Freak soit au courant de l'existence de ce Pokémon et puisse l'obtenir. Ce Pokémon n'est autre que Mew. Et à cause de bugs, le Pokémon impossible à acquérir de base a pu l'être par des joueurs. Et c'est ainsi que l'existence de Mew fut dévoilée. Et c'est dans le numéro d'avril 1996 de CoroCoro Comics que l'existence de Mew fut dévoilée officiellement. Game Freak utilisera même ce Pokémon bonus pour faire encore plus connaître le jeu par le bouche à oreille. En effet, Tajiri révélera son existence au public quelques mois après la sortie des 2 jeux et permettra aux joueurs de l'obtenir par le biais d'un événement promotionnel de Nintendo. Les personnages principaux du jeu s'appellent Satoshi et Shigeru. Satoshi car le créateur de la saga a expliqué qu'au fond ce garçon allant capturer dans la nature des créatures faisait référence à son enfance et sa passion des insectes. Et pour Shigeru, c'est un hommage que Satoshi a voulu faire étant fan de celui-ci. Les premiers Pokémon qui ont été réalisés sont Rhinophéros, Loclas et Melofée, dans l'idée que les Pokémon soient une aide quotidienne dans la vie des humains, comme pour Loclas pour aider à traverser les mers et points d'eau et Rhinophéros pour porter des charges, etc. Savez-vous que Ronflex s'est inspiré de Koji Nishino, car il aurait l'apparence un peu robuste, et dans Pokémon Noir et Blanc, le personnage de Koji se présente en disant « Je suis Ronflex, je veux dire le créateur ».
Revenons au lancement du jeu Pokémon. Le succès fut au rendez-vous que 2 ans après. Des Pokémon Centers virent même le jour. Ces centres sont des établissements consacrés exclusivement à la marque Pokémon, où on peut trouver tous les produits de la franchise, comme des cartes, peluches, jeux ou même mangas et films. Ainsi, en 1998, Game Freak et Nintendo et Creature Incorporation créent l'entreprise The Pokémon Center Company, qui se nommera The Pokémon Company ensuite, qui gère et coordonne les nouveautés et les droits de la licence ainsi que les relations entre la franchise et les entreprises tierces, mais aussi les produits de la marque comme les cartes Pokémon et surtout tout ce qui est administratif. Vendus à plus de 10 millions d'exemplaires, les premiers opus de Pokémon ont un succès mérité, même s'il n'a pas été immédiat car il fallait le temps que le bouche à oreille et l'apparition dans le magazine Monthly CoroCoro Comic fassent effet. C'est pour cela qu'une série animée et un jeu de cartes à collectionner sont alors créés. Les jeux sortiront que 2 ans plus tard aux États-Unis avec la série animée et des cartes Pokémon en version anglaise. Les versions rouge et bleu se vendent très bien, battant tous les records de vente avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Et c'est ainsi que même la série a eu un véritable succès au point que Warner Bros. Pictures décide de sortir un long métrage animé au cinéma l'année suivante, en 1999. Et c'est ainsi qu'avec 163 millions de dollars de recettes, Mewtwo contre-attaque est l'anime ayant eu le plus de succès au box-office. La Pokémania, le terme est lancé. Cette appellation désigne le phénomène Pokémon. Car oui, à partir de cet instant, on assiste à un véritable phénomène. Dépassant même les ventes sur Game Boy de Tetris et Super Mario Land, Pokémon Rouge et Vert et Bleu deviendront la saga la plus vendue sur Game Boy au Japon. Cette première génération de Pokémon nous ramènera aussi des moments inoubliables lors de combats épiques dans le jeu Pokémon Stadium, mais aussi de très belles photographies grâce à Pokémon Snap. Rouge et Vert introduisent le concept de Pokémon et la volonté des concepteurs de faire des jeux basés sur l'échange, la communication et la coopération. Tout cela dans un univers assez réel pour qu'on s'y identifie mais assez imaginaire pour qu'on puisse s'évader. C'est ainsi qu'on retrouve notre personnage principal venant de Pourpalette qui ira chercher son premier Pokémon chez le professeur Chen pour partir à l'aventure et de remplir son objectif. Celui de vaincre les 8 champions d'arène, puis ensuite affronter le Conseil 4 à la Ligue Pokémon pour devenir le champion de celle-ci. Pour y arriver, notre personnage devra capturer et entraîner des Pokémon tout au long de sa conquête pour le titre de champion de la Ligue Pokémon tout en combattant la menace constante de la Team Rocket qui exploite sans vergogne les Pokémon. Puis vient la sortie de Pokémon Jaune au Japon le 12 septembre 1998. La version jaune s'inspire de la série animée Pokémon. Le joueur obtient Pikachu en tant que Pokémon de départ, tandis que son rival obtient Evoli. Sinon, il reste quasiment identique aux versions précédentes. Cette version plus aboutie de Pokémon première génération connaîtra un véritable succès. En 1998 sort aussi le Pocket Printer, une imprimante pour console portable. C'est un accessoire d'imprimante thermique compatible avec la gamme Game Boy, à l'exception de Game Boy Micro, qui se connecte au Game Boy à l'aide d'un câble Game Link, un câble universal Game Link étant inclus dans l'emballage. Une imprimante spéciale Pikachu Yellow Game Boy uniquement au Japon est sortie aux côtés de Pokémon Yellow le 12 septembre 1998. Ainsi cet appareil pouvait être utilisé pour imprimer les entrées du Pokédex, mais aussi le diplôme de fin de jeu, mais aussi le contenu entier d'une boîte du PC de Pokémon. La Game Boy Camera sortira aussi à ce moment-là, et celle-ci est un appareil de capture d'images de base qui permet aux utilisateurs de Game Boy de prendre, d'éditer et de stocker des images monochromes sur la Game Boy. Par la suite, tellement de produits dérivés et d'accessoires Pokémon ont été conçus qu'il faudrait toute une vidéo entière juste pour ce sujet. Petite précision. Il existe une version Pokémon version bleue qui est sortie au Japon le 15 octobre 1996. Lors de la sortie du jeu, seuls les abonnés du magazine CoroCoro Comics pouvaient obtenir ce jeu. Pour quelle raison ? Eh bien, des mois après la sortie de Rouge et Vert, Game Freak se lance dans l'amélioration de ces versions, permettant entre autres d'inclure d'autres langues pour une sortie occidentale. C'est ainsi que cette version est née avec des améliorations sur la programmation mais aussi graphiquement. D'abord donc réservée aux abonnés du magazine, cette version sera accessible plus tard aux japonais le 10 octobre 1999, donc 3 ans plus tard. Mais sachez que cette version n'est quand même pas la même que Pokémon Bleu que nous connaissons. Qui est identique à Vert et Rouge, à part quelques retouches comme la liste des Pokémon exclusifs et des sprites frontaux différents. Dans la version bleue japonaise, il y a une différence sur notamment les Pokémon qu'on peut échanger qui ne sont pas les mêmes que les autres versions, mais aussi les sprites de face des Pokémon qui sont différents également, montrant des Pokémon ayant un aspect différent des autres versions. Le 1er août 1998 sort Pocket Monsters Stadium au Japon, qui est un jeu vidéo de combat développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo.
Le jeu a eu une suite, connue sous le nom de Pokémon Stadium en Occident le 7 avril 2000. Le jeu utilise les 3 premières versions Pokémon, bleu, rouge, vert, sorties au Japon et contrairement à son successeur, Pokémon Stadium Zero est un jeu où l'on peut simplement combattre. En 1999, on voit l'apparition de Pokémon Snap, un jeu de photographie à la première personne de type rail shooter, développé donc par HAL Laboratory et publié par Nintendo pour la Nintendo 64. Jeu à la première personne et vu du point de vue du protagoniste Todd Snap, alors qu'il se déplace automatiquement sur un rail, l'objectif du jeu est de prendre des photos de Pokémon avec un appareil photo intégré dans le jeu. Mais le phénomène Pokémon ne s'arrête pas là. Voilà que Hey You Pikachu sortira également. Hey You Pikachu est un jeu vidéo sorti le 12 décembre 1998 au Japon et le 6 novembre 2000 aux États-Unis sur Nintendo 64. Dans ce jeu qui n'est jamais sorti en Europe, le joueur doit élever son Pikachu dans un univers en 3D. Nintendo a décidé de sortir Pokémon Channel sur GameCube pour remplacer Hey You Pikachu qui lui n'était pas sorti en Europe. Le joueur est invité à aider le professeur Chen, appelé professeur Oak en anglais, et tester le Poké Helper, un appareil qui permet aux humains de communiquer avec les Pokémon. Le jeu se déroule dans la région de Kanto où le joueur est présenté à un Pikachu sauvage. Le lecteur est capable de communiquer avec une base de données de 256 mots via l'unité de reconnaissance vocale, un accessoire de Nintendo 64 qui, lorsqu'il est associé à un microphone, peut comprendre et analyser la parole humaine. En plus de parler avec Pikachu, le VRU permet aux joueurs de se déplacer et de rassembler des objets. Puis suivra Pokémon Puzzle League, un jeu vidéo de réflexion de la série Puzzle League développé par Nintendo Software Technology et édité par Nintendo pour la Nintendo 64. Sorti en Amérique du Nord le 25 septembre 2000 et en Europe le 2 mars 2001, l'objectif est d'éliminer les blocs du terrain de jeu en les disposant en ligne horizontale ou verticale de 3 blocs ou plus. Pokémon Pinball sortira également, il s'agit d'un jeu vidéo basé sur le flipper pour la Game Boy Color, sorti en 1999. Possédant de nombreux défis, le jeu est accueilli positivement. Pour les fans de cartes Pokémon, le jeu Pokémon Trading Card Game sortira en 1998. C'est un jeu vidéo adaptant sur Game Boy Color le jeu de cartes Pokémon lui-même inspiré des jeux vidéo. Développé par Hudson Soft et édité par Nintendo, le jeu propose les 3 premiers sets du jeu de cartes ainsi que quelques cartes qui lui sont spécifiques. Ce jeu a connu une suite Pokémon Card GB2 Here Comes Team Great Rocket, sorti uniquement au Japon en 2001. Il y aura aussi l'apparition de nos créatures préférées de Game Freak dans Super Smash Bros de 1999 et Picross NP Volume 1. On verra apparaître également des Game Boy Color en édition limitée Pokémon et plus tard des versions limitées de Game Boy Advance. Mais surtout à ce moment-là, en 1999, la deuxième génération de Pokémon voit le jour avec la sortie de Pocket Monsters 2, Gold and Silver, c'est-à-dire Pokémon Or et Argent. Et cette nouvelle sortie montre que le phénomène Pokémon n'était pas que passager. Ici on voit que Game Freak a tout fait pour nous donner des jeux aboutis et merveilleux. C'est d'ailleurs ce que je préfère et j'ai aussi adoré y jouer sur Nintendo DS. Ainsi, nos aventures se passent dans la nouvelle région de Johto et celle que l'on connaît déjà, Kanto. Sachez que Or et Argent innove en proposant cette fois-ci 2 régions à parcourir. Cette nouvelle génération nous offrira 100 nouveaux Pokémon, comme par exemple les Zarbi. Chaque Zarbi représentant une lettre de l'alphabet, mais aussi le jeu nous apportera de nouvelles évolutions pour certains Pokémon comme Cisaiox ou même Mentali, mais aussi des pré-évolutions comme Pichu par exemple. Or et Argent, c'est aussi la découverte de 3 nouveaux starters, Germignon, Hérissandre et Caeminus, mais aussi les 3 fauves légendaires ainsi que Ho-Oh pour Or et Lugia pour Argent. Mais aussi il fallait bien, pour ces versions, un équivalent au Pokémon Mew, c'est-à-dire un Pokémon qu'on peut avoir sous certaines conditions, comme par exemple dans certaines occasions et événements. Et c'est ainsi que Celebi fit son apparition. 2 nouveaux types de Pokémon font leur apparition également, Acier et Ténèbres, et les Pokémon possèdent désormais un genre masculin ou féminin, et donc l'idée d'élevage et d'œufs Pokémon arrive. Et bien sûr l'arrivée des Pokémon Shiny grâce aux couleurs de la Game Boy Color, comme par exemple le Léviator rouge que l'on doit croiser durant notre aventure. J'aimais beaucoup le fait de pouvoir cueillir des fruits aussi, pour concevoir des Pokéballs particulières. Et on peut parler aussi du virus Pokémon, donnant que des effets bénéfiques aux Pokémon, comme l'augmentation de points d'effort obtenus lors des combats pour de meilleures statistiques. Mais surtout, ces jeux peuvent être accompagnés d'un dispositif que j'adore. Je veux bien sûr parler du podomètre permettant de convertir les pas des joueurs en objets qui peuvent être transférés dans nos jeux. On retrouvera ce système de podomètre dans Pokémon Pikachu Color, mais aussi dans les remakes de Or et Argent, mes versions préférées de Pokémon.
Un an après, Pokémon Crystal sort au Japon, qui est considéré comme un jeu complémentaire, tout comme Pokémon Jaune pour la première génération. Dans cette version, on s'attarde surtout sur le Pokémon Suicune, mais surtout cette version apporte aussi une chose importante, enfin plusieurs choses importantes. La possibilité, tout d'abord, donc aux joueurs d'incarner une fille. Et oui, on voit aussi l'apparition de sprites animés en début de combat, mais aussi l'apparition de la tour de combat, un bâtiment qui permet aux joueurs de participer à des combats ressemblant aux combats de Pokémon Stadium. Par contre, l'édition japonaise du jeu possède un contenu exclusif. Il s'agit de l'adaptateur mobile GB, un dispositif qui permet de se connecter avec d'autres joueurs via téléphone mobile et à des services en ligne. En 2000 sort Pokémon Stadium 2. Ce jeu vidéo pour la Nintendo 64 comporte tous les 251 Pokémon de la première et deuxième génération. Pokémon Stadium 2 n'a pas de mode histoire, la progression du jeu se fait uniquement en remportant les coupes dans le stadium et en complétant le château des champions où le joueur peut défier les champions de Johto ainsi que la Team Rocket, le conseil des 4, les champions de Kanto et Red. On peut aussi jouer à des mini-jeux, une série de quiz, etc. S'ensuivra la troisième génération Pokémon avec Pokémon Ruby et Saphir en 2002. Déjà mondialement connu et apprécié, Pokémon devra cette fois-ci maintenir son succès à travers cette nouvelle génération. Au point que Junichi Masuda sera hospitalisé dû au stress provoqué par la peur de l'échec de ces nouvelles versions. Mais il continuera et trouvera même plein de concepts pour les jeux qui sortiront après. Sortis sur des supports plus perfectionnés comme la Game Boy Advance donnant de meilleurs résultats graphiques ainsi que des nouvelles possibilités comme les combats en duo, la Game Boy Advance est plus puissante que la Game Boy et la Game Boy Color. 4 joueurs peuvent être connectés ensemble au lieu de 2 auparavant. De plus, les jeux peuvent être reliés à un e-reader ou à d'autres jeux Pokémon de la génération Advance. Cette nouvelle génération améliorera donc le gameplay, mais aussi l'expérience du joueur. Comme ses prédécesseurs, le jeu propose de lutter contre des organisations criminelles qui veulent prendre le pouvoir sur la région, la Team Aqua et Magma. L'action de Pokémon Ruby et Saphir se déroule dans la région de Hoenn. Les 3 nouveaux starters sont Arco, Poussifeu et Gobu, et une centaine de nouveaux Pokémon font leurs apparitions. Groudon et Kyogre sont les nouveaux Pokémon légendaires stars présents sur les jaquettes de jeu, mais nous pouvons durant le jeu rencontrer les autres Pokémon légendaires comme Rayquaza, Latios et Latias. Parmi les nouveautés, autres que les combats duo, on a les capacités spéciales renommées Talents plus tard, et les natures des Pokémon. Les capacités spéciales donnent à leurs détenteurs certains pouvoirs au combat pouvant engendrer une immunisation contre certaines attaques, et les natures, tout comme les capacités spéciales, ont une incidence sur la puissance des Pokémon au combat, mais leur influence vise les statistiques du Pokémon. Les natures sont donc leur personnalité. Les concours Pokémon comme le concours de beauté sont une autre nouveauté des deux versions où différents Pokémon s'affrontent devant un jury. Ruby et Saphir seront des succès commerciaux avec environ 16 millions d'exemplaires vendus et sont même la meilleure vente de jeux sur Game Boy Advance, malgré l'engouement moins présent que lors de la découverte de l'univers Pokémon de la première génération et la concurrence avec Yu-Gi-Oh! Il est aussi possible d'envoyer les Pokémon capturés des versions Ruby et Saphir vers Pokémon Diamant, Perle, Platine, Pokémon Or, Earth Gold et Argent Soul Silver via le parc des Amis, disponible après avoir obtenu bien sûr le Pokédex national. Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille sortiront par la suite en 2004. Ce sont des remakes des jeux vidéo Pokémon Rouge et Bleu, et donc ils reprennent le synopsis de Rouge et Bleu, tout en incluant les innovations du gameplay des versions parues depuis. Parmi les nouveautés, on a la possibilité d'obtenir les 386 Pokémon selon la version, et la plupart d'entre eux n'apparaissent pas dans Pokémon Ruby et Saphir. Un menu aide a été ajouté, les baies peuvent être broyées pour obtenir diverses poudres de soins, 2 îles secrètes accessibles par des tickets spéciaux font leur apparition, où on peut capturer Lugia et Ho, et aussi plusieurs mini-jeux, mais aussi un nouveau Pokémon légendaire apparaît du nom de Deoxys. Le jeu vidéo complémentaire à Pokémon Ruby et Saphir, Pokémon Emerald, quant à lui sortira en 2004 au Japon et 2005 dans le reste du monde. La mascotte du jeu est Rayquaza, et ce qu'on peut dire du jeu c'est qu'il y a eu plusieurs améliorations et de nouveautés. On a par exemple la possibilité de capturer Groudon, en même temps que Kyogre ou même après la ligue, d'avoir le choix entre Latias et Latios et l'animation des Pokémon en début du combat, ou encore la zone de combat, Battle Frontier, possédant de très nombreux défis, ont été rajoutés au jeu initial. Avec ses 6,5 millions d'exemplaires écoulés, ce jeu restera un jeu sympathique, surtout si on n'a pas Ruby et Saphir. Par la suite, des jeux dérivés de la saga principale apparaîtront comme Pokémon Colosseum en 2003 et sa suite Pokémon XD.
sorti sur GameCube en 3D, ce jeu Pokémon devient clairement un jeu de rôle Pokémon. Le jeu se passe dans la région désertique de Rhodes, où la Team Snatch et la Team Ombre sont deux organisations criminelles qui s'en prennent aux Pokémon. La Team Snatch a mis au point une machine appelée Snatcher, qu'elle utilise pour voler les Pokémon aux êtres humains et les transmettre à l'autre team qui altère alors la conscience de ces Pokémon pour en faire des Pokémon obscurs, qui se révèlent plus violents et n'hésitent pas à s'attaquer aux êtres humains. Vous, en tant que joueur, vous incarnez un ancien membre de la Team Snatch qui va saboter le hangar de votre ancienne team qui leur sert de repère, et vous repartirez avec une version portative du Snatcher, pour vous venger de la Team Snatch et ainsi vous racheter une conduite. Pour cela, vous ferez en sorte de reprendre les Pokémon obscurs et les purifier pour qu'ils redeviennent normaux. Vous commencez l'aventure avec les deux Pokémon Mentali et Noctali. Les combats se déroulent comme dans les principaux jeux de la saga Pokémon, c'est-à-dire que à chaque tour, le dresseur peut faire attaquer son Pokémon, changer de Pokémon ou utiliser un objet. Ainsi, gagner des combats permet aux Pokémon de gagner de l'expérience pour améliorer ses stats, apprendre de nouvelles attaques et aussi évoluer. Pokémon Colosseum aurait pu être le meilleur jeu de Pokémon de cette dernière génération, mais malgré des critiques positives, il y a eu trop de points négatifs tout de même, comme le monde fermé, le peu de Pokémon capturables, le parcours est plutôt, enfin je trouve, linéaire, mais ce jeu Pokémon a eu un accueil très bon quand même par le public, car le jeu s'est vendu à 2,54 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait le 9e jeu le plus vendu de la console GameCube. Pokémon XD, le souffle des ténèbres, suite de Pokémon Colosseum, quant à lui, sort en 2005 sur GameCube. L'histoire se passe 5 ans après les événements de Pokémon Colosseum dans la région désertique de Rhodes. La Team Ombre revient pour relancer la production de Pokémon obscurs afin de conquérir le monde et kidnapper ainsi les Pokémon, et pour fermer artificiellement leur conscience pour les utiliser. Le jeu est plus long et le nombre de Pokémon obscurs à capturer est plus important que son prédécesseur. La région est plus grande et des Pokémon sauvages capturables font également leur apparition dans de nouvelles zones appelées Poképlace. Mais peu de nouveautés tout de même pour ce jeu qui sort sur GameCube, console qui est en fin de carrière. N'oublions pas sur GameCube la Pokémon Box Ruby et Saphir qui est un utilitaire de gestion GameCube, c'est-à-dire qu'il permet la gestion et le stockage de Pokémon à grande échelle. Il permet donc de gérer plusieurs milliers de Pokémon. Mais il y a eu aussi Pokémon Channel, ou originellement Pokémon Channel Together with Pikachu, en 2003 sur GameCube. Le jeu parle d'une émission de télévision dirigée par le professeur Chen, regardée par Pikachu. Le jeu contient des éléments de jeux vidéo axés aventure, animaux de compagnie virtuels et simulation. Le joueur peut donc explorer un environnement en 3D, mais aussi interagir avec d'autres Pokémon grâce à Pikachu, et même collecter de nombreux items. En 2003 sort aussi Pokémon Pinball Ruby et Saphir sur Game Boy Advance. Le concept reste le même que celui du premier opus. Pokémon Pinball sorti sur Game Boy Color, c'est-à-dire un jeu de flipper où des éléments tirés de l'univers Pokémon y sont insérés. Il y a aussi Pokémon Dash en 2005 accompagnant la sortie de la Nintendo DS, qui est d'ailleurs une vraie déception. Jeu vidéo de course dans l'univers Pokémon avec une difficulté mal dosée qui provoque souvent des désavantages face à l'IA et avec si peu de contenu et surtout des graphismes médiocres. Le jeu déçoit. Mais c'est aussi dans cette période, en 2006 plus précisément, qu'un nouveau concept de jeu tiré de l'univers Pokémon est réalisé. Il s'agit de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge et équipe de secours bleu. Un diptyque de jeux vidéo de la série Pokémon et de la série Donjon Mystère développée par Chunsoft. La version rouge est conçue par Game Boy Advance, tandis que la version bleue fonctionne sur Nintendo DS. Un jour, le joueur est réveillé par un Pokémon et découvre à sa plus grande surprise qu'il est lui-même un Pokémon, alors qu'il sait pertinemment qu'il est de base un humain, mais souffrant d'une sorte d'amnésie, ne possédant plus de souvenirs particuliers de lorsqu'il était humain. Ainsi, après un tremblement de terre, le Pokémon qui l'a réveillé propose aux joueurs de le rejoindre pour former une équipe de secours qui iront remplir des missions. Ce jeu pose les bases de quelque chose qui sera plus tard la saga Pokémon Donjon Mystère. Le jeu a un très bon succès, avec 3 millions d'unités vendues pour la version DS, et même si des joueurs ne sont pas intéressés par la saga, d'autres en sont devenus fans. Le jeu Pokémon Link sort quant à lui en 2006 sur Nintendo DS et est un jeu vidéo de puzzle sur le thème des Pokémon plutôt sympathique. D'ailleurs, en parlant de Nintendo DS, il sortira des consoles en édition limitée de Pokémon qui sont magnifiques. En 2007, alors que la prochaine génération Pokémon arrive, Pokémon Ranger sort sur Nintendo DS. C'est un action RPG. On y incarne un Pokémon Ranger qui est un utilisateur de Pokémon au sens où il emprunte leurs capacités car un Ranger ne capture pas de Pokémon avec des Pokéballs, mais utilise un outil appelé Capstick ressemblant à une toupie contrôlée par une télécommande. Une fois que le Capstick a fait le tour d'un Pokémon un certain nombre de fois, le Pokémon décide de suivre le Ranger jusqu'à ce que celui-ci utilise une de ses capacités.
Une fois une capacité d'un Pokémon utilisée, le Pokémon est libéré mais peut être attrapé de nouveau. Opus vendu à 2,5 millions d'exemplaires surpassant d'autres jeux comme la réédition portable de Final Fantasy III, montre que ce jeu possède un bon concept, mais quand même sujet à quelques critiques, notamment sur la simplicité du jeu et un manque cruel de challenge. Et ainsi, à ce moment précis, nous entrons dans la 4e génération, qui commence officiellement le 28 septembre 2006. Accompagné de plusieurs innovations comme la connectivité en ligne grâce au Wi-Fi. Et surtout on verra le remake de Pokémon Or et Argent sur Nintendo DS qui sont pour moi, personnellement, les meilleurs jeux Pokémon. On verra l'anime Diamant et Perle et même d'autres films et c'est ainsi que ce début de génération commence par la sortie des 2 opus Diamant et Perle en 2006. Pokémon Diamant et Perle se passe à Sinnoh, basé sur la très belle région japonaise d'Hokkaido, constituée de 14 villes et de routes terrestres et maritimes qui les relient entre elles. Vous pouvez jouer avec Luca de Bon Augure qui est le protagoniste masculin, sinon ce sera Aurore, le protagoniste féminin et personnage important de la série. C'est lors d'une promenade avec son meilleur ami Barry que le joueur tombe sur une mallette contenant des Pokéballs, et c'est ainsi que des étourmis les attaquent. Nos 2 personnages se serviront d'un des Pokémon dans la mallette pour vaincre les étourmis, et les Pokémon de la mallette sont Tortipousse, Wistikram et Tiplouf. Ainsi, le professeur Sorbier, qui est le propriétaire des Pokémon, décide de leur confier comme Pokémon de départ. Ensemble, nos 2 protagonistes essaieront de déjouer les plans maléfiques de la Team Galaxy qui tente de s'approprier le Pokémon légendaire Dialga ou Palkia selon la version, afin de créer un nouvel univers. Dans ces nouvelles versions, il est possible en local de faire des échanges, des combats, des échanges de données et d'utiliser le souterrain. Mais ces versions peuvent aussi se connecter à Internet via une connexion Wi-Fi afin de combattre et faire des échanges en ligne. Possédant un contenu riche, une bande sonore magnifique, un très beau graphisme avec près de 500 Pokémon inclus dans le jeu et une centaine qui sont inédits, ces versions sont complètes et permettent de mettre bien en valeur les caractéristiques de la Nintendo DS. Avec plus de 17 millions d'exemplaires vendus dans le monde, les jeux ont eu un véritable succès. Et puis comme Jaune, Cristal et Émeraude, un 3e opus complémentaire à Diamant et Perle vient s'ajouter en 2008. Le joueur peut ainsi capturer à la fois Dialga et Palkia ainsi que Giratina, la mascotte du jeu Platine. Cette version très complète intègre également l'ajout de différentes formes des Pokémon Giratina, Shaymin et Motisma. Le jeu a été rendu un peu plus difficile que les autres versions Diamant et Perle, et l'apparence des arènes et centres Pokémon ainsi que celle de notre personnage ont été remaniées, ainsi qu'une nouvelle zone de combat appelée la tour de combat et usine de combat et qui permet aux joueurs de retrouver ce concept qui était dans la version Émeraude. Il y a aussi une zone appelée Square Wi-Fi qui est rajoutée contenant 3 mini-jeux. Quant au bâtiment du GTS, il a été renommé en Terminal Mondial. Et permet désormais de regarder et d'envoyer des vidéos de combat. On peut filmer des combats et ça c'était très cool. Enfin, nous arrivons à mes versions préférées de Pokémon, mêlant nostalgie et expérience de jeu plaisant. Je veux bien sûr parler de Pokémon Or Earth Gold et Argent Soul Silver, sortis en 2009. Ils ont été édités à l'occasion des 10 ans de la sortie au Japon de Pokémon Or et Argent sur Game Boy Color, dont ils sont les remakes. Le scénario du jeu est le même que ces versions, mais avec quelques nouveaux éléments intégrés à celui-ci, ainsi que des fonctionnalités des jeux Pokémon Diamant et Perle et Pokémon Platine. Les graphismes se rapprochent de Platine, et surtout ces versions sont accompagnées du Pokéwalker, et ça, c'est génial. Un espèce de podomètre qui permettait de se promener avec un Pokémon transféré depuis la cartouche par connexion infrarouge. Il comptabilisait les pas et les transformait en watts nécessaires à la chasse et au déblocage de nouvelles routes. Il était possible de capturer jusqu'à 3 Pokémon avec et on pouvait trouver des objets. Et j'avoue, j'ai tellement aimé le concept que je l'emmenais partout avec moi. Saviez-vous d'ailleurs que dans le jeu, nos Pokémon pouvaient nous suivre ? Et quand ils allaient dans les hautes herbes, ils trouvaient parfois des feuilles d'or. Chaque feuille d'or était différente et correspondait à un endroit de la carte. Et si on les avait toutes, eh bien notre Pokémon avait le droit à la fin à une jolie couronne de feuilles d'or et nous un diplôme. Donc pareil que les versions d'origine, les jeux se déroulent dans les régions de Johto et Kanto, où le joueur y incarne un jeune dresseur vivant dans une petite maison de la ville de Bourg-Géon et débute son aventure quand il récupère son premier Pokémon, Germignon, Hérissandre ou Kaiminus. On retrouve Suicune, possédant cette fois-ci la même importance que accordée dans Pokémon Crystal, et on retrouve le parc des amis. Le dôme Pokéathlon fait aussi son apparition, permettant aux joueurs et son Pokémon de participer à des compétitions sportives selon les aptitudes de nos compagnons. On retrouve également les concours Pokémon et les noix grumes.
Avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ces versions ont connu un véritable succès. Et un véritable succès dans mon cœur. En 2006 sort Pokémon Battle Revolution sur la console Wii de Nintendo permettant de faire des combats Pokémon en 3D en reprenant le gameplay de Pokémon Stadium. Les combats se déroulent dans des arènes sur une île appelée Pokétopia. Le joueur peut utiliser des Pokémon importés depuis un jeu Nintendo DS, mais cette fois-ci de Pokémon Diamant, Perle et Platine ou Pokémon Or, Earth Gold et Argent Soul Silver. Et il peut aussi utiliser des Pokémon dits de location qui lui sont fournis au début du jeu et au cours de sa progression. Graphiquement magnifique, le jeu est sympathique pour jouer contre ses amis sur grand écran. D'autres sorties de jeux Pokémon verront le jour. Notamment Pokémon Ranger Nuit sur Almia sorti en 2008 qui se déroule dans la région d'Almia, après que le héros soit diplômé de l'école Ranger, mais aussi Ranger Sillage de Lumière qui sortira lui en 2010 qui raconte l'aventure de 2 Rangers d'Almia qui sont envoyés à Oblivia où de mystérieux Nappers complotent quelque chose. Les 2 Rangers doivent combattre Red Eyes et Blue Eyes, les chefs des Nappers qui veulent embêter les 3 félins légendaires Raikou, Entei et Suicune, et aussi réveiller les 3 oiseaux légendaires Sulfura, Articodin et Elector. Mais ce n'est pas leurs principaux objectifs, mais feront tout pour arriver à leur fin. Ensuite vient Poképark Wii, la grande aventure de Pikachu, parue en 2009 où le joueur incarne un Pikachu qui doit restaurer l'amitié entre les Pokémon et récupérer les morceaux du prisme céleste pour sauver le Poképark car Pikachu et ses amis Germignon, Salamèche et Tiplouf sont envoyés au Poképark par Mew. En effet, le prisme céleste, symbole de l'amitié entre les Pokémon du parc, s'affaiblit depuis que les chefs des zones interdisent les attractions et les activités et menacent de faire chuter le havre céleste sur le parc. C'est donc à Pikachu et ses amis d'arranger les choses. Chaque zone contient une ou plusieurs attractions qui sont des mini-jeux et c'est ainsi que l'on peut récupérer les morceaux de prisme céleste. Plus d'1 million d'exemplaires seront vendus, car beau visuellement, le jeu est très sympathique et coloré. Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Temps et Explorateur de l'Ombre sortira en 2008, puis en 2009 sortira Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel qui ressemble plus à une extension de mise à jour du titre avec très peu de changements. Mais même avec ces quelques critiques, le jeu possède une bonne communauté de fans qui aiment les aventures de nos explorateurs avec leurs histoires et leurs amitiés. Pokémon Donjon Mystère, les aventures du feu, de la lumière et de la tempête, soit 3 jeux disponibles au Japon sur WiiWare en 2009. WiiWare, c'était la plateforme de téléchargement de jeux vidéo de la console Wii, accessible à partir de la chaîne boutique Wii. Il était possible d'y acheter des jeux à l'aide de Nintendo Points, issus de studios connus tout comme de studios indépendants, ainsi que du contenu additionnel. My Pokémon Ranch, disponible sur le WiiWare de la Wii en 2008, permettait aux joueurs de transférer leurs Pokémon depuis les versions Pokémon Diamant et Perle dans un ranch via la connexion Wii DS. Là, ils pouvaient visualiser leurs Pokémon en 3D tout en permettant à leur Mii d'interagir avec eux. Pokémon Rumble, quant à lui, sortira en 2009, c'est un jeu vidéo et d'action de Beat'em All disponible sur WiiWare, trop simple, et le manque de défis fait que ce jeu possède beaucoup de critiques, mais pourtant connaîtra des suites sur Nintendo DS et Wii U, et même sur mobile. Et c'est ensuite le tour à la 5e génération et 6e que l'on connaît aujourd'hui. Mais je ferai sans doute une autre vidéo pour parler des générations récentes, car on en a fini de parler des origines de la saga Pokémon. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous!